Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Questions de santé. On est encore heureux de vous recevoir, de vous avoir ce soir pour cette émission. Ce soir, nous recevons le docteur Kaboré Sonia, qui est pédiatre oncologue et chef d'unité en pédiatrie au niveau de Charles de Gaulle. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Nous avons aussi le docteur Somda Kapolin, que vous connaissez très bien, que nous avons reçu il y a quelque temps, qui est coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi le docteur Diasso Yaya, qui est pharmacien à la direction de la sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques à Ouagadougou. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là, merci à tous. Mais avant de vous retrouver, on va passer à la rubrique du docteur Ouedraogo Sandrine, juste après ceci. Bonsoir, docteur Ouedraogo, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien. Alors, de quoi allez-vous nous conseiller plutôt? Alors, ce soir, le principal thème de l'émission porte sur les enfants. Exact. Alors, j'ai décidé également de parler d'un aspect qui concerne les enfants. Les enfants, très bien. Et il s'agit donc de l'utilisation d'Internet. D'Internet. Ah, Voilà. ok. Actualité nationale et même internationale, de toute façon, Bien oblige. entendu. Donc, il est quand même bon de parler de certains aspects concernant donc la présence des enfants sur Internet, donc l'utilisation qu'ils font d'Internet. Parce que de nos jours, on a tous facilement accès à Internet, donc que ce soit les adultes, les adolescents et même les petits-enfants qui ont accès donc au téléphone portable de leurs parents. Ils ont des tablettes, ils peuvent également aller sur les ordinateurs. Donc de plus en plus, on a des internautes jeunes. Oui, Donc, qui jeune. peuvent aller utiliser donc les sites, toutes sortes de sites Internet, mais également surtout les réseaux sociaux. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, tout le monde le sait, il s'agit de Facebook, de WhatsApp, Instagram, Viber, exactement, Twitter, exact. etc. Et donc, on peut comme ça aller découvrir qu'on a son enfant qui a créé un profil, voilà, et qui utilise Internet, Facebook pour communiquer avec des personnes que nous, on ne connaît pas. Alors, nous, en tant que parents, voilà, en tant qu'éducateurs, on a le devoir vraiment de les sensibiliser et surtout de surveiller en quelque sorte ce qu'ils sont en train de faire et aussi de mettre des limites, disons, dans l'utilisation d'Internet quand c'est possible, évidemment, surtout quand c'est à domicile. Alors, les principaux dangers, disons, qu'on peut retrouver, auxquels les enfants peuvent être exposés sur le web, donc sur Internet, on pourrait parler tout d'abord des contenus. Donc des mauvais contenus qu'ils peuvent voir sur Internet. Donc voilà, il peut s'agir de scènes osées, obscènes, pornographiques. Il peut s'agir plutôt aussi de scènes violentes. Bien sûr. Voilà. Donc il y a des enfants qui peuvent être confrontés. Ils peuvent même ne pas faire exprès. Par exemple, ils peuvent aller sur YouTube. Voilà. Ils vont sur YouTube, ils cliquent, ils veulent regarder par exemple des vidéos conseillées par, je ne sais pas, des camarades en classe et tout. Il peut s'agir d'une vidéo anodine, simple, sans danger, mais au fur et à mesure, en cliquant pour suivre une vidéo, il y a d'autres vidéos qui se glissent, et donc ils peuvent se retrouver en train de regarder des contenus interdits ou qui les dépassent ou voire même effrayants. Voilà. Et puis également, ils peuvent, par exemple, on peut leur proposer même des fois des produits, je ne sais pas moi, des produits nocifs, des drogues, etc. Ils peuvent se faire des amis en ligne, des amis qui n'ont pas de bonnes intentions et qui peuvent donc leur causer des problèmes, notamment dans la consommation donc, de produits illicites ou de produits illégaux. Donc, les statistiques disent qu'il y a environ, il y a au moins 8 enfants sur 10
Alors, en général oui, en général. En général, dans le monde, vu que c'est un phénomène qui est carrément mondial. Donc, 8 enfants, disons, sur 10 qui ont entre 11 et 13 ans ont déjà vu une image violente ou pornographique sur Internet. Et des fois, donc, ça peut les amener à vouloir pratiquer. Bien sûr. Et donc, les faits, ils se disent, ah oui, on a vu ça sur Internet et tout, est-ce que toi aussi tu as vu? Je vais te montrer, puisqu'il y a des enfants même qui ont des smartphones avec possibilité d'avoir la connexion Internet. Et donc, ils peuvent regarder ensemble. Vous pouvez avoir votre enfant, par exemple, qui n'a pas accès, parce que vous l'encadrez correctement, mais arriver à l'école avec les autres enfants et tout, il y en a qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis, bon, voilà, l'enfant regarde des choses qui ne sont pas de son âge. Voilà, donc, je parlais également donc, des mauvaises rencontres en ligne. Il peut s'agir aussi de pédophilie, hein, disons-le. Parce que les enfants peuvent lier des amitiés avec des personnes plus âgées, qui ont de mauvaises intentions, qui les flattent et tout. Bon, peut-être que le phénomène n'est peut-être pas si, si fréquent, par exemple ici ou en Afrique. Mais par exemple en Europe et tout, ce sont des choses qui se voient souvent. Exact, qu'on entend tous les jours. Qu'on entend tous les jours, et tout ce qui se passe là-bas, de toute façon, c'est importé. Et donc, il y en a comme ça qui peuvent même se retrouver à avoir des rendez-vous. Ils se cachent pour aller au rendez-vous, pour rencontrer ces personnes-là qui les flattent. Ou bien, ils peuvent donner des renseignements également à des inconnus qui vont, par exemple, aller les attendre à la sortie de l'école ou quoi, leur proposer des choses. Et puis, bon, on ne sait jamais. Il peut y avoir enlèvement, il peut y avoir des pratiques immorales et tout ça. Donc, il faut toujours conseiller les enfants donc dans ce sens-là. Il peut y avoir donc même du harcèlement. Exact. Ça peut être entre enfants d'âge différents, plus jeunes, plus âgés, ou entre adolescents et adultes, etc. Et puis il y a aussi l'incitation à la haine ou à la violence, avec tout ce qui existe comme terrorisme et tout ça, comme recrutement de jeunes et tout. Tout ça aussi passe facilement par le net. Par le net. Oui. Donc, si on a, je ne sais pas, des jeunes à la maison, par exemple, qui sont, disons, désœuvrés, et ils ont, par exemple, accès facilement à Internet et tout ça, bon, ils peuvent finir par faire, justement, de mauvaises rencontres, se radicaliser et tout ça, et commettre des actes regrettables. Et puis, bon, il y a également tout ce qui est les sites addictifs comme les jeux en ligne, les vidéos en ligne. Il y en a vraiment qui sont accros. Tout ça, c'est Internet, ils sont accros, ils s'abonnent à des sites avec donc des jeux en ligne avec d'autres personnes qui sont à distance. Voilà, et donc surtout concernant les adolescents. Et souvent, bon, au détriment évidemment du système éducatif, donc de l'école. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Ben, généralement, c'est des délinquants. Alors, comment on va protéger les conseils, nos enfants? Parce qu'il faut bien les protéger pour qu'ils ne se retrouvent pas en train d'avoir des pratiques qui peuvent leur nuire par la suite. Alors, il faut toujours surveiller, comme je disais au début, il faut prévenir, il faut informer. Voilà, parce que souvent, ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Donc, il faut vraiment communiquer avec eux, nous les parents, qui utilisons nous-mêmes, parce que bon, nous-mêmes les adultes, maintenant, dans les milieux voilà, lettrés, intellectuels et tout, tout le monde est sur Internet, on a accès facilement sur le téléphone, les tablettes, etc. Et donc, souvent, même à la maison, on peut déposer les téléphones portable au salon, on est dans la chambre ou le contraire, et l'enfant qui a accès, s'il n'y a pas un code par exemple, ou bien l'enfant même connaît le code. Le code des parents, ça c'est parents. Donc souvent on a l'enfant qui dit papa, maman s'il te plaît passe-moi un peu, je veux regarder quelque chose rapidement sur YouTube et tout, donc le parent pour avoir la paix il dit oui vas-y tiens prends, mais il ne sait pas ce que l'enfant est en train de regarder. Faisons attention. Voilà, donc il faut faire attention, il faut jeter un œil sur ce qu'il est en train de faire quand il est connecté. Parce que comme ça pourrait éviter des surprises, voilà. Et puis bon, il faut aussi savoir avec qui, c'est possible, avec qui ils sont en ligne. Est-ce que c'est
des amis qu'on connaît, des camarades d'école? Est-ce que c'est des gens qui sont carrément à l'extérieur du pays, par exemple? Et puis bon, il faut y aller sur Internet avec eux. Il faut leur montrer ce qui est bon, ce qui est à faire, ce qui est à ne pas faire. Et puis, il y a aussi le contrôle parental. Le contrôle parental, il y a toujours la possibilité donc, de bloquer l'accès à certains sites. Comme ça, même s'ils essaient d'y aller, bon, il n'y a rien à faire. Ils vont dire, j'ai essayé d'aller sur telle page, ça ne marche pas. Vous leur dites, oui, ça ne marche pas et c'est en panne depuis un certain temps. Et puis c'est tout. Voilà, ça devrait passer. Oui, ça devrait passer. Voilà. Donc très important. Faisons attention, en résumé, contrôlons. Le contrôle est toujours aussi bon. Aussi bien de toute façon pour les parents que pour les enfants. Hein, parce que même si les parents, ils vont sur Internet et que les enfants, par exemple, sont cachés à l'arrière en train de regarder pendant qu'ils sont en train de naviguer sur leur ordinateur, bon, là aussi ça pose problème. Donc il y a beaucoup de précautions à prendre. Merci beaucoup. On se dit dans 2 semaines. Merci beaucoup, Dr Ouédraogo. Alors, le sujet que nous allons aborder ce soir est sur le cancer en général, mais là particulièrement, on va parler des cancers de l'enfant. Donc, on se retrouve juste après ceci. Merci Dr Sambda d'être encore parmi nous. On va aborder le cancer. Là, ce que je vais vous poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est le cancer en général? C'est quoi le cancer? Le cancer. Les médecins oncologues sont là, mais le cancer, c'est de se dire que c'est le développement anormal des cellules dans une partie de l'organe donné. Ça peut connaître toutes les parties de l'organe. Les cellules, au lieu d'avoir par exemple des cellules de la peau, on a des cellules des ongles qui se développent par exemple au niveau du cou. D'accord. Donc c'est un développement anormal de cellules en nombre ou en qualité dans une partie où il ne devrait pas être. Il ne devrait pas être. C'est ça, en fait. Si on peut parler simplement, c'est ça le cancer. Ça, je crois que tous nos téléspectateurs... Le médecin oncologue pourrait dire plus que ça. D'accord, mais en français facile, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Docteur Kaboré, vous voulez rajouter autre chose? Bon, il a dit en termes très simples, je dirais même plus simple que ce que moi j'allais dire, mais il a dit, ce qu'il a dit est vrai. Mais ce que je voulais préciser, c'est que ça peut atteindre n'importe quel organe du corps. N'importe quel organe. Et que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte, on dénombre plus d'une centaine de cancers. Donc pour vous dire l'immensité de la tâche. De la tâche, exactement. Alors quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition du cancer? On va continuer avec vous, docteur Kaboré. Bon, on a 3 facteurs, il y a 3 catégories de risques. Il y a le risque physique, très simplement, comme exemple, les rayonnements ionisants. Alors quand vous dites rayonnement ionisant, c'est par exemple les... Bon, j'espère que la téléphonie mobile ne va pas me taper sur les doigts, mais c'est les antennes, les ondes, c'est ça? Les ondes de téléphone. D'accord. Les rayonnements des ultraviolets. Ok, ultraviolets. Le soleil. Le soleil, d'accord. Voilà. Vous avez les facteurs de risque chimiques, essentiellement le tabac, que ce soit le tabagisme passif ou actif. Et les facteurs de risque biologiques, certains virus peuvent occasionner des cancers, par exemple le virus d'Epstein-Barr et le virus de l'immunodépression ou le VIH, communément appelé VIH. Que vous appelez aussi cancer? Non, c'est le virus. C'est le virus, ok. Le virus qui peut occasionner un cancer. D'accord, ok. Donc on a 3 facteurs de risque principaux. Quels sont les groupes d'âge qui sont les plus exposés, docteur Somna? Le groupe d'âge, on s'attend à ce que les cancers suivants, c'est des personnes âgées. Oui. Parce qu'il y a un certain processus. Exact. Mais il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants. Sinon, le cancer, on s'attendrait plus à avoir ça chez les personnes âgées parce que le processus, selon les types de cancer ou l'organe concerné, ça peut prendre 10-15 ans. Mais il y a des enfants qui naissent aussi avec des cancers touchant le sang, les ganglions ou plein d'autres organes. Et donc, tous les âges sont concernés. Tous les âges sont concernés. Selon le type de cancer, on aura un âge qui est plus concerné. Sinon, quand on parle de cancer dans son ensemble, on a toujours pensé que c'est réservé aux anciens, aux vieux, mais non. Même les enfants, et comme on parle des enfants,
Et il y a également les enfants qui sont touchés par le cancer. D'accord. Docteur Diasso, vous qui êtes pharmacien, vous êtes aussi à la direction de la sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques. Vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi comme direction exactement? C'est trop long, je vois un petit peu, mais sécurisation, approvisionnement, voilà. Ok, merci bien. Donc, ce que je peux dire concernant notre direction, la direction de la sécurisation des approvisionnements pharmaceutiques, donc son rôle, c'est en tout cas de mettre en œuvre l'ensemble des directives qui concernent en tout cas l'approvisionnement en médicaments donc, du système de santé. Donc au niveau du pays. Du Burkina. Voilà. Donc s'il y a un manque au niveau des médicaments, c'est de la faute de votre direction. Bon, c'est de s'assurer que le médicament est disponible au Burkina à tout moment. À tout moment? Voilà, puisqu'en fait, on a plus un rôle de coordination, voilà, plutôt que dans l'opérationnel. Donc notre rôle, c'est surtout la coordination et d'éditer aussi des normes en matière d'approvisionnement du secteur pharmaceutique. D'accord, on va y revenir, c'est intéressant. Alors, quelle est la situation du cancer aujourd'hui dans le monde en général et plus particulièrement au Burkina? Dans le monde, vous avez essayé de me... Oui, le cancer est un problème de santé publique, on ne reviendra pas dessus. Ça touche tous les âges. Et aujourd'hui, surtout pour nous, pays sous-développés, pays tropicaux, on était dans les maladies transmissibles, les endémies, les épidémies. Exact. Actuellement, on a un changement épidémiologique, on a les maladies non transmissibles, comme on le dit, les maladies chroniques dans son ensemble, donc le cancer, qui constitue un gros problème de santé publique, qui touche un grand nombre et d'une grande mortalité, et la prise en charge est d'un coût très élevé pour nos populations. Donc c'est vraiment un gros problème de santé publique pour notre système de santé qui en souffre. On n'a pas fini de gérer ces épidémies, ces endémies qui nous tuent, et voilà que ces maladies non transmissibles qui se pointent et qui commencent à prendre vraiment le dessus, liées beaucoup plus à notre environnement, à notre alimentation, à notre comportement, lié à plein de choses. C'est vraiment un problème de santé publique, aussi bien dans le monde entier qu'au Burkina Faso en particulier. D'accord. On dit souvent, on a toujours entendu, je ne sais plus si c'est d'actualité maintenant, mais que c'est une maladie qui vient plus d'Europe, qu'on n'est pas touché. Est-ce qu'aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que réellement, maintenant, on a les hôpitaux, on a les médecins qu'il faut pour bien détecter, ou c'est juste parce que c'est d'actualité dans le monde entier que le Burkina suit pareil? Non, sur le plan de la pédiatrie, je dirais que pas du tout. Parce que le cancer existe dans le monde entier. Et c'est une réalité dans nos contrées. C'est une réalité en Afrique et au Burkina Faso. D'accord. Voilà. Alors, au niveau des enfants, vous pouvez nous donner à peu près des statistiques? Oui. En Afrique, on va commencer par l'Afrique. Chaque année, on estime que au moins, dans le monde d'abord, qu'au moins 200 000 enfants de moins de 15 ans auront un diagnostic de cancer. D'accord, 200 000. 200 000. Sur 7 milliards. Voilà. Ok. Et il faut savoir que la majorité de ces enfants vivent dans nos pays à ressources limitées. Ok. Et il faut savoir que près de 40 000 enfants qui sont atteints de cancer chaque année sont en Afrique. 40 000 en Afrique. 40 000 en Afrique, ils vivent en Afrique. Et au moins 10 000 vivent en Afrique francophone, subsaharienne. C'est énorme. Voilà, c'est très énorme. Et si les taux de survie dans les pays du Nord ont beaucoup évolué pour atteindre 80 à 95% de survie, nous, on a encore du chemin à faire parce qu'on est à peu près à 10% de survie. Mais les chiffres ne sont pas exhaustifs parce que nous n'avons pas dans tous nos pays des registres de cancer. D'accord, voilà. C'est plus lié à ça. Et oui, dites-moi. Si on prend déjà par rapport à l'hôpital Yalagado, le nombre de nouvelles admissions pour l'année 2018, on pourrait dire pratiquement qu'on a une admission tous les 48 heures, tous les 2 jours. On a pratiquement une admission. De cancer? De cancer de l'enfant. Là, à l'hôpital Yalagado. Un nouveau cas pratiquement tous les 48 heures qui rentre.
En fait, le problème de diagnostic se pose beaucoup plus parce qu'on les découvre beaucoup plus tard, souvent au stade de complications. Mais actuellement, avec le développement du plateau technique, de plus en plus pratiquement, toutes les 48 heures, on a un nouveau cas qui rentre. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on va parler des types de cancers qui existent chez l'enfant d'abord, et on verra un petit peu chez l'adulte. Parce c'est vrai que depuis quelque temps, dans nos émissions, on a beaucoup parlé des cancers chez la femme, notamment pour le col de l'utérus, du sein, etc. Mais là, on va voir le docteur Sonda, d'autres types de cancers chez l'adulte. Alors, docteur Kaboré, chez l'enfant, quels sont les types de cancers qu'on rencontre? Chez l'enfant, on a 5 types de cancers qui vont représenter 70% de l'ensemble des cancers qui peuvent survenir chez l'enfant. Okay. Ce sont le lymphome de Burkitt. Alors, avec un français facile pour nous. Cancer des ganglions. Cancer des ganglions, okay. Plus spécifiquement à cellules de Burkitt. Voilà. Okay. On a le néphroblastome ou cancer du rein. Okay. On a les leucémies. Et chez les enfants, c'est surtout les leucémies aiguës. Alors, du sang. Le cancer du sang. Okay. Voilà. Okay. Et on a le cancer de l'œil, le rétinoblastome. De l'œil? Oui, ça s'appelle le rétinoblastome. Ok. Et à la fin, nous avons la maladie de Hodgkin ou lymphome de Hodgkin, qui est comme un cancer des ganglions. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va revenir chez l'adulte et après, je vais poser des questions chez l'enfant. Oui. Oui, chez l'adulte, si on prend pratiquement le sexe féminin dont on en parle le plus souvent, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent. Chez la femme. Suivi du cancer du col de l'utérus. Mais le cancer du col de l'utérus est le plus maîtrisé. C'est le plus... D'accord, c'est celui qui tue le plus. Qui tue le plus. Okay. Ce qui tue le plus, qui a nécessité même certaines interventions gouvernementales, politiques, d'en faire une prise en charge gratuite pour le traitement des lésions précancéreuses parce qu'il faut aller à un diagnostic précoce. Chez l'homme, on mettra... bon, ce n'est plus uniquement pour l'homme maintenant, c'est le cancer lié au tabac. Oui, c'est vrai. La prostate? La prostate qui vient, mais de plus en plus, on a des femmes qui fument aussi. Donc, oui. Mais sinon, c'est beaucoup plus l'apanage, vraiment, le cancer lié au tabac, au cancer du poumon. D'accord. Alors, chez l'enfant, quand on entend un cancer chez l'enfant, comme monsieur Dr Sonda a eu à le dire, vous avez parlé aussi des risques environnementaux, etc., chimiques. L'enfant vient de naître. Comment il peut naître déjà? Est-ce que c'est déjà dans ses gènes ou est-ce que c'est nous, maman, pendant l'accouchement, pendant qu'on est enceinte, qui n'avons pas eu à prendre les précautions nécessaires on se reproche quand on a un enfant, quand on vous dit que votre bébé qui vient de naître il y a quelques mois a un cancer. C'est quoi le problème? Bon, le problème est multifactoriel parce que il faut savoir qu'en matière de cancer, c'est de la génétique. Donc, il y a une altération du matériel génétique. D'accord. Durant la fabrication de l'enfant. Dû aux facteurs, là, à les différents facteurs de risque que j'ai évoqués. Ils peuvent avoir une action sur le matériel génétique. D'accord. Bon, je ne veux pas être trop... Même, on vous invitera pour que vous nous rentrez un peu plus là-dessus parce qu'on veut savoir. Parce que vous m'avez posé la question, mais je vais vous dire très simplement, par exemple, le rétinoblastome. On dit que quand on trouve un rétinoblastome, c'est-à-dire le cancer de l'œil. Le cancer de l'œil, pardon. Il faut savoir que dans la famille, il faut rechercher si les parents n'ont pas fait le même cancer ou si cet enfant, s'il va avoir un petit frère, une petite soeur, ne va pas faire le même cancer. D'accord. Voilà. Ok. Non, je voulais dire qu'il y a une prédisposition génétique quelque part liée aux parents, mais les facteurs déclenchants, c'est surtout l'environnement. C'est surtout l'environnement. Elle a parlé tout de suite des facteurs viraux, donc liés à ces infections. Il y a ces facteurs de rayonnement. Oui, de plus en plus, tout le monde porte des portables. On a parlé des réseaux. Voilà, comme on parlait tout de suite. Donc il y a tous ces facteurs-là qui vont venir favoriser. On est prédisposé, mais il faudra un déclic quelque part. Et c'est maintenant lié à l'environnement qu'on vit. Si tu es là et tu as une prédisposition, c'est toi qui fumes, ton enfant est à côté. On a parlé de la fumée passive aussi. Ce n'est pas forcément soi-même de fumer. C'est de respirer même à côté de celui qui fume. Donc, ce sont des facteurs que nos enfants sont exposés. Donc, il vient de naître rapidement de celui immature. On lui propose des facteurs agressifs. Il faut s'attendre à ce que la cellule, quelque part, s'emballe et puis commencer à se multiplier ou à changer carrément de nature de ce qui devrait être fait.
D'accord, je vais revenir, docteur, je vais vous embêter, mais je suis enceinte, je m'amuse avec mon téléphone à coucher à côté de mon téléphone, ça peut nuire au fœtus, ça peut être quoi encore ah oui, je vais à la plage, je vais m'exposer avec mon ventre au soleil, parce que vous avez parlé aussi des rayonnements solaires. Tout ça peut impacter réellement sur... Vous dites, vous avez le téléphone à côté du ventre, ça ne se fait pas. Oui, mais bon, on nous a jamais dit. C'est un petit. C'est dangereux. Outil. C'est dangereux. C'est ça dangereux. ne se fait pas. Okay. Par exemple, l'exposition aux ultraviolets, c'est surtout chez les albinos. Ok. Ils ont une prédisposition à faire des cancers de la peau dus aux ultraviolets, justement. Ok. Voilà. Alors, j'ai aussi lu que le cancer ne s'installait pas comme ça, qu'il faut des années, en fait, avant que le cancer ne se déclare. Donc, quand vous recevez, c'est parce que il est déjà trop tard ou en ce moment le cancer a évolué vite par rapport à ce qu'on pense? Oui, en fait c'est de travailler sur la prévention au maximum, mais dans notre système, on s'adresse au système de santé habituellement quand on a déjà des signes de souffrance. Donc ça fait que bon, les gens viennent quand ils ont déjà des signes manifestes du cancer. Okay. Alors que on aurait pu, par exemple, quand on prend le cancer du col de l'utérus, on pourrait très vite, on sait que c'est lié à majeure partie à l'infection à l'HPV, Human Papillomavirus, on pourrait très rapidement dépister déjà cette infection à ce virus-là, l'éliminer ou déjà au stade de lésion précancéreuse, l'enlever ou le traiter. Mais malheureusement, on a toujours affaire aux patients au moment où ils ont déjà des signes manifestes de la maladie. Donc, ce qui fait que bien tard, ils viennent toujours quand ils ont une souffrance visible en général. Voilà. D'accord. Donc c'est ça qui fait vraiment le vrai problème. Alors, donc ce qui fait que pour agir dessus, il faut aller sur la prévention, dire qu'est-ce qu'il faut, à quoi il ne faut pas s'exposer. D'accord, on va beaucoup parler de la prévention dans quelques minutes. Docteur Cabral, je reviens auprès de vous. Le docteur Somda a parlé des statistiques de 48 heures, mais chez vous, au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle. Oui, enfin, j'allais même dire un mot, si vous le permettez, de la prise en charge. La prise en charge se fait dans 2 sites. À l'hôpital Yalgado et dans le service de pédiatrie de l'hôpital Yalgado. On peut amener des enfants à l'hôpital Yalgado, comme on peut amener aussi des enfants chez vous. Et au service de pédiatrie médicale à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Et il faut savoir que cette prise en charge a commencé en 2005. 2005, ok. Grâce à un groupe qu'on appelle le groupe français franco-africain d'oncologie pédiatrique, en abrégé GFAOP, qui nous soutient beaucoup dans nos activités d'oncologie pédiatrique, qui a été créé en 2000 et qui avait pour objectif général de traiter les enfants atteints de cancer en Afrique avec des équipes africaines. C'est ça leur objectif. Et toute leur action est basée sur cet objectif-là. Avec des formations? Avec des formations de tout le personnel, personnel médical, paramédical, avec des études cliniques, avec des études de recherche, avec le soutien de médicaments. Ça, je tiens à le souligner, parce que les 2 unités sont essentiellement soutenues par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique en matière d'approvisionnement en médicaments. Ok. On va continuer à parler de la prise en charge. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive, vous avez bien dit que les gens arrivent tard. Alors, comment ça se passe? Prenons un cas où la personne arrive tard. Donnez un exemple concret de quelqu'un qui est arrivé tard. Comment ça se passe? Ça peut être n'importe quel type de cancer. Oui, peut-être voulu que ce soit les cliniciens qui en parlent plus clairement. Mais déjà, c'est quoi? Si je prends par exemple le cancer du col de l'utérus, c'est une femme qui vient parce que quand elle urine, il y a du sang. Alors qu'elle aurait pu commencer à parler là de 25 ans, à faire son dépistage régulièrement pour s'assurer qu'elle n'est pas atteinte. Et quand elle vient, elle pisse déjà du sang, c'est pour dire qu'il y a déjà des métastases, il y a une atteinte de la vessie. C'est déjà à ce stade-là. Il faut se dire aussi déjà, tous ces examens pour arriver au diagnostic, ça sera à sa charge. À sa charge. À sa charge, et tant que ce n'est pas soi-même, ça fait que bon,
on n'a pas mal, on n'est pas intéressé d'aller vers les formations sanitaires. Il viendra, il faut faire le bilan, il faut faire des examens. Ça fait qu'ils sont réticents d'y arriver, ils viennent quand c'est tard et quand ils arrivent, il faut payer les médicaments, il faut payer les examens, il faut se soigner. Ouais, surtout que les examens... Surtout le parcours thérapeutique, on le connaît, on va toujours faire un tour à gauche, à droite, avant d'arriver dans nos systèmes de santé. Le système traditionnel de santé est pris en compte, mais il faut arriver chez les bons. Donc ça fait qu'ils arrivent souvent quand c'est vraiment des complications où la prise en charge est plus coûteuse et connaissant notre système de santé où actuellement l'accessibilité est encore difficile, c'est pas évident. D'accord. Un mot à rajouter? Oui, dites-moi, docteur. Je tenais à souligner que les enfants arrivent aussi très tard. Les enfants aussi? Oui, ils arrivent à un stade tardif. Quel que soit le type de cancer, ils arrivent très tard. Alors que chez l'enfant, on a la chance que, comme c'est des tissus embryonnaires qui sont atteints, ils sont plus accessibles au traitement et il y a de meilleures réussites de traitement si le cancer est vu très tôt. Et le traitement est efficace et appliqué. D'accord. Mais chez nous, les enfants arrivent à un stade, bon, je ne dirais pas que c'est assez dramatique des fois. Parce que quand ils arrivent, ma collègue aime le dire, ils arrivent hors stade. Et donc, la prise en charge est très difficile pour nous et pour les parents des enfants et pour les enfants aussi. Voilà. Ce que j'aurais voulu ajouter, la majeure partie des cancers sont chimiosensibles, ça veut dire sont sensibles aux médicaments. D'accord. Puisque pour la prise en charge du cancer, soit c'est les médicaments, soit c'est la chirurgie, ou soit c'est la radiothérapie. La chance chez les enfants, la majeure partie des cancers sont chimiosensibles, donc aux médicaments. Si c'est dépisté à temps et qu'on te met sous traitement, et les chances de succès sont vraiment très favorable également, avec un très bon pronostic. Donc c'est de vraiment poser le diagnostic à temps, et de le mettre sous traitement et de pouvoir vraiment obtenir une rémission. Je ne dirais pas guérison, mais une rémission. Pour que, parce qu'il y a des rechutes possibles, mais vraiment pour obtenir une bonne rémission, c'est de dépister ça à temps. Et on a la chance que les médicaments, beaucoup de médicaments marchent dessus. On va poser la question au niveau des médicaments auprès du docteur Diasso. Mais avant, je vais vous demander, chers téléspectateurs, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à nous appeler maintenant pour avoir l'occasion d'avoir les médecins qui vont vous répondre. Alors, docteur Diasso, les médicaments anticancéreux sont-ils réellement disponibles aujourd'hui au Burkina? Tous les types de cancers. Ok, merci. Bon, par rapport à la question de la disponibilité, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, il y a un effort qui est fait donc, pour rendre disponibles les médicaments. Parce que... un effort au niveau du prix? Un effort au niveau de la qualité? Pour le rendre disponible, disponible pour faire déjà. venir le produit dans le pays. Déjà? Voilà. Après le prix? Malgré, en tout cas, quelques difficultés donc, les structures connaissent. D'accord. Parce que il y a, bon, depuis fort longtemps, donc c'est les grossistes privés et les officines donc, qui font l'effort, en tout cas, de rendre disponible le médicament. Mais avec votre autorisation? Bien sûr. Ok. Voilà. Parce que bon, la difficulté qu'il y avait est que, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas assez de cas, puisque la demande était faible, parce qu'on n'avait pas peut-être assez de spécialistes comme aujourd'hui. Donc, il y avait très peu de dépistage et le plateau technique aussi était insuffisant. Donc, tout ça fait que la demande était faible. Voilà. Et ces structures-là, ne voulant pas, en tout cas, enregistrer des pertes, donc ne stockaient pas le produit. Donc, c'était à la demande, généralement, que le produit... Donc, et le produit mettait combien de temps pour arriver? Parce que si c'est à la demande, j'arrive aujourd'hui, le docteur me fait l'ordonnance, j'ai besoin de tel médicament. Non seulement je vais parcourir tous les hôpitaux pour les avoir, et ensuite on me dit, il faut attendre? Combien de jours à peu près? Donnez-moi un exemple comme ça qui vous est arrivé. Bon, en tout cas, dans le temps, ça pouvait atteindre au moins 1 mois. 1 mois? Oui, mais de nos jours, en tout cas, le contexte a un peu changé. D'accord. Voilà, parce que de plus en plus, les grossistes
Donc, privé comme voilà, aussi privé, on les produit dans leur stock. Et en plus de cela, au niveau de la direction, compte tenu du fait qu'il y avait en tout cas ces difficultés liées à l'approvisionnement, il y a un plaidoyer donc, qui avait été fait au niveau du ministère de la Santé à travers la DGPML, donc en 2015, donc, auprès du ministère de l'Économie et des Finances pour acquérir un financement donc, pour l'acquisition de ces stocks. Et c'est en cela que il y a eu une enveloppe d'environ 600 millions qui avait été accordée donc, pour pouvoir faire cette acquisition. D'accord. Voilà. On va y revenir. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? Moi, c'est monsieur Rasmané. Monsieur Rasmané, nous vous écoutons. Il y a ma femme qui souffre de maux de sein. Oui. J'ai fait des examens. Je suis allé à Kosodo. On m'a dit de faire des examens. Oui. J'ai fait des examens, mais ils ont dit qu'ils n'ont rien vu. Mais elle continue seulement de souffrir de douleur de ça. Alors, peut-être que vous avez une question à lui poser sur la douleur de la femme. Il y a quel endroit où je peux partir pour qu'on détecte ça vraiment là, pour savoir que c'est comment? Oui. Vous avez vu un gynécologue? Pardonnez? Vous avez vu un gynécologue? Non, non, je n'ai pas vu un gynécologue. Je suis allé seulement, ils ont fait examen, ils ont fait échographie seulement du sein là. Non, mais il serait bien déjà de pouvoir voir un gynécologue. Bon, la douleur, elle est souvent psychosomatique, mais c'est aussi s'assurer réellement elle souffre. Bon, la douleur a plusieurs interprétations. Il serait préférable que vous vous adressiez à un gynécologue ou à une sage-femme qui pourra l'examiner et puis dire si cette douleur-là, je ne dirais pas n'est pas réelle, mais elle est physique ou pas, et puis voir quelle peut être la prise en charge par rapport à cette douleur. C'est mieux de voir une sage-femme ou un maïticien ou un gynécologue. Ouais. Donc je passe seulement à l'hôpital demander ou bien vous pouvez me donner quelqu'un, un contact pour que je le courage. Selon votre localisation, là où il y a une sage-femme ou un maïticien ou un gynécologue, au niveau des CSPR ou CMA, vous pouvez en avoir. De préférence, vous allez dans les CMA, c'est sûr, et sûr, au niveau de Ouaga, vous aurez un gynécologue. Ok. Merci beaucoup, monsieur Rasmané, d'avoir participé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, on revient sur les coûts des médicaments. Alors, est-ce que, je vais vous poser, vous, en tant que médecin, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à passer auprès des pharmaciens ou pas? Est-ce que vous avez tous les médicaments? Est-ce qu'un patient n'est pas venu vous dire « je n'arrive pas à retrouver » Bon. Vous n'êtes pas à l'aise parce qu'il y a le docteur Diasso. C'est l'occasion de faire passer un message. Bon, je pense qu'ils ont déjà reçu le message. D'accord. On a fait une expression de besoin. Ok. J'aimerais ajouter que par rapport à cela, il est bien vrai, comme le docteur Diasso l'a dit tout de suite, c'était beaucoup plus avec le privé qu'on arrivait à avoir le médicament ou à travers des associations ou des ONG qui appuyaient le système de santé. Mais depuis 2015-2016, il y a des commandes au niveau du ministère de la Santé pour disponibiliser le médicament à un prix accessible. Donc aujourd'hui, au niveau du service du docteur Diasso, on peut avoir le médicament à un prix accessible, prix pratiquement usine de différentes molécules. D'accord. Donc, en fonction de l'expression des besoins des cliniciens, les médicaments sont rapidement enregistrés sur la liste essentielle et on s'assure de l'approvisionnement, de la disponibilité. Maintenant, on demande aux différents hôpitaux, aux différentes formations sanitaires, selon l'expression des besoins, de venir faire la commande des médicaments à leur niveau, dispenser auprès des malades et revenir payer au niveau du service d'approvisionnement. Ok, très bien. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Vous êtes madame? Oui, moi c'est madame Béné. Madame Béné, nous vous écoutons. Oui, en fait, j'ai écouté le docteur tout à l'heure. Oui. Je vois qu'il disait qu'il parlait de dépistage à temps chez l'enfant. Oui. Moi, je voudrais savoir les premiers signes exacts, c'est lesquels? Depuis la maison, c'est-à-dire, à partir de quoi on peut penser à quelque chose comme ça qui peut t'amener à aller faire le dépistage. D'accord, très bien. Merci beaucoup Madame Béné d'avoir participé. C'est vrai, on se pose la question, que vous avez parlé de l'œil, mais donnez-nous quelques exemples concrets, physiques ou autres. Bon, comme exemple concret que je vais donner, c'est surtout au niveau du cancer de l'œil. Oui.
il y a un signe objectif qu'on appelle la leucocorie. C'est une tache blanchâtre au niveau de l'œil. Oh, j'en ai déjà vu chez des enfants. Ben, voilà. Donc, rapidement... attendez, nous, on pense qu'il est né avec cette tache-là. Rapidement, il faut consulter le pédiatre qui va informer l'ophtalmologue, parce que la prise en charge est pluridisciplinaire. D'accord. Pour faire ce traitement, pour faire le traitement adéquat. D'accord. Un deuxième exemple, c'est quoi? Les enfants qui ont souvent mal au ventre. Ok. Il faut savoir que les hémopathies malignes, les cancers du sang, le premier signe, ça peut être les douleurs abdominales chez un enfant. Quand vous parlez de douleurs abdominales... Non, mais ce n'est pas les douleurs abdominales qu'on a l'habitude d'entendre, j'ai mal au ventre. C'est des douleurs abdominales qui vont attirer l'attention et le clinicien, au bout d'un certain nombre de consultations, voyant qu'il n'a pas de résultat avec les traitements qu'il administre, va faire un peu plus dans la recherche de la cause. Okay. Et là, en faisant un examen de sang, on va voir que au niveau du sang, il y a certaines anomalies qui vont attirer notre attention, donc on va pousser le diagnostic. Okay. Je n'ai pas dit que toutes les douleurs abdominales des enfants, c'est des cancers. Non, on a bien compris. Mais c'est des signes qui alertent le praticien. L'enfant peut se plaindre de maux de ventre. Nous tous, on a toujours eu nos enfants se plaindre de maux de ventre. On va vérifier s'il fait caca normalement. Est-ce que il est constipé, c'est la diarrhée. Et puis, peut-être au niveau des selles, et puis avoir du sang. Oui. Oui. Mais on prend le temps de bien vérifier, on fait des examens poussés parce que ça ne serait pas très, très agréable d'informer un parent qu'il y a un cancer alors qu'il n'y en a pas. Voilà. D'accord. C'est des signes comme ça qu'il faut faire, auxquels il faut faire attention. Très bien. Merci. Nous allons prendre quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? C'est monsieur Sidibé. Monsieur Sidibé, nous vous écoutons. Voilà, moi, ma question est relative aux causes du cancer. Oui. Et j'aimerais savoir si l'alimentation peut être source de prolifération des cellules cancéreuses, notamment les acides aminés de mauvaise qualité, par exemple. On n'a pas... montre que de nos jours, les Burkinabés mangent moins naturel qu'avant. Ok. Les produits industriels transformés. Est-ce qu'ils peuvent être à l'origine de la prolifération des cellules cancéreuses? Oui, très bien. Merci beaucoup, monsieur Sidibé, d'avoir participé. C'est vrai, on lit partout que les produits transformés industriels, l'alimentation industrielle n'est pas bon pour la santé. Oui. Et ça peut être cause de cancer. Oui. Je l'ai dit, les cancers, j'aimais bien le dire que pour lutter contre le cancer, la première des choses, il faut manger à la maison. Okay. Et quand je dis manger à la maison, c'est qu'on contrôle déjà ce qu'on mange. Okay. Il faut manger sainement. C'est quoi? Et c'est surtout la consommation abusive, le tabac, l'alcool, le trop sucré, le trop salé, la sédentarité, on ne fait plus du sport, on n'évacue plus nos vaisseaux sanguins. Et, en fait, on ne mange pratiquement pas de fruits. On s'adonne à des choses, à des expositions liées aux sachets plastiques. Ou quoi. Le problème, on sait ce qui n'est pas bon pour nous, mais c'est lié souvent à notre comportement. D'ailleurs, parlons des sachets plastiques, malgré qu'on nous a dit 10 000 fois qu'il ne faut pas acheter de la nourriture chaude, mettre dans le sachet plastique, eh ben, on en voit toujours. On en voit toujours. Ça fait donc, partie. c'est vraiment lié à ces facteurs-là qui vont maintenant conduire à d'autres facteurs biologiques, l'hypertension, trop de graisse, le cholestérol. Mais c'est surtout lié au tabac, à la consommation abusive d'alcool, trop salé, trop sucré, et à la sédentarité, on ne fait plus du sport, on est assis du matin au soir devant la télé, on n'évacue plus. Quand on prend trop sucré, j'ai toujours dit, pour le diabétique par exemple, on n'a pas dit au diabétique de ne pas manger du sucré, mais le jour où tu as mangé du sucré, c'est qu'à un âge donné, tu prévois le dépenser. Si tu le dépenses, il va s'accumuler, il va te faire autre chose. Et le cancer, c'est des terrains de cancer. Donc c'est vraiment lié à notre alimentation, les huiles frélatées, les alcools frélatés. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est des huiles de vidange qu'on retrouve dans nos alimentations. Ouais, donc le contrôle aussi doit être... L'État doit revoir ça aussi. Il faut revoir vraiment dans la prévention au maximum. Alors, on va parler de la prévention, parce que ce qui intéresse aussi les téléspectateurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, déjà.
on a parlé d'éviter les sachets, l'aliment, mettre dans les sachets plastiques noirs, mais il n'y a pas que le plastique qu'on a à la maison. On a certaines assiettes aussi à base de plastique. Les trous brûlés, les aliments. Voilà, Tupperware, je ne sais plus quoi encore, donc à faire attention. Docteur Kaboré, vous avez quelque chose à rajouter? Surtout les huiles. Les huiles? Les huiles que nous consommons actuellement. Qui sont chauffées et rechauffées et rechauffées sont très dangereuses, très toxiques. Et quand on achète de l'huile, il faut vérifier que c'est une bonne huile. Une bonne huile. Voilà. Non, ça aussi, c'est un peu difficile. Bien sûr. Mais quand même, on peut ouvrir l'œil de temps en temps. D'accord. Autre chose à rajouter? Moi, j'ai entendu le sport. Il y a le sport, il y a les infections qu'on prévient. Quand on prend les cancers du col de l'utérus, certains gynécologues aiment bien le dire que les cancers du col, au départ, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est les infections. Oui, à faire attention. Il faut faire attention. Être propre, homme et femme. Oui. Voilà, avant les rapports. Donc, et après il y a ça, il y a d'autres pratiques sur le sein, il faut taper le sein, enlever. Voilà. Tous ces traumatismes-là peuvent conduire à des cancers. Il faut vraiment revoir tous ces facteurs. Mais j'insiste sur ces 4 premiers facteurs, le tabac, l'alcool, trop sucré, trop salé, et l'inactivité, la sédentarité. On ne fait pratiquement plus d'activité physique, on est toujours assis. Si on agit rien que sur ces 4 facteurs de risque, on pourra prévenir une bonne partie des cancers. Et les rayonnements physiques viendront, la prédisposition génétique, s'il n'y a pas les facteurs déclenchants, on peut prévenir. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Avant de passer au mot de la fin, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'au Burkina aujourd'hui, avec la structure qui a été mise en place, on a les bons médecins, on a toute l'ensemble pour être bien soigné au niveau cancérologie chez les enfants? Bon, comme Dr Somda est là, je vais profiter de lancer un cri de cœur. Voilà. Parce que je veux revenir sur notre activité. Oui. Quand j'ai parlé auparavant du GFAOP, il faut savoir que le Burkina a adhéré depuis 2005. D'accord. Et en 2005, si on regarde les courbes, on a commencé avec 12 malades. Ok. Et aujourd'hui? Et en 2017, en fin 2017, on était à 213 patients pour les 2 sites. Ce qui fait un total de 1278 patients de 2005 à 2017 pardon, sur les 2 unités. Donc vous voyez la charge de travail. On a actuellement 3 pédiatres oncologues. Excusez-moi, 4. 4 parce qu'il y a une qui est rentrée. À Ouaga, il y en a 3, 2 à Yalgado, une à Charles de Gaulle, moi, et une autre à Bobo, avec une unité qui, j'espère, va bientôt s'ouvrir, nous l'espérons tous. Donc, vous voyez que la charge de travail, elle est là. Donc, je lance mon cri de cœur à Dr Somda. Vous avez entendu, chef coordonnateur? Bon, alors, juste le mot de la fin, parce qu'on a terminé l'émission, mais juste quelques mots. C'est la première des choses, particulièrement, voir un enfant souffrir, il n'y a rien de plus douloureux que cela. C'est de dire que le cancer de l'enfant existe. C'est vraiment le premier message. Docteur Kaboré en parlait tout de suite. Dès qu'on a tout signe de douleur persistante ou d'anomalie au niveau de l'œil ou d'un organe donné, de toujours s'adresser au service de santé pour un dépistage précoce du cancer, pour vraiment le prendre en charge. Je l'ai dit, le cancer de l'enfant est chimiosensible, donc répond aux médicaments avec un très très bon résultat. Donc c'est d'inviter les gens à fréquenter nos formations sanitaires, mais surtout de se mettre en tête que le cancer de l'enfant existe, ce n'est pas que les cancers chez des personnes âgées. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de lancer à la population. Très bien, c'était le mot de la fin. Nous vous remercions. Merci beaucoup Dr Diasso d'être là, d'avoir été là. Merci beaucoup Dr Kaboré. Merci aussi Dr Somda. Merci à vous chers téléspectateurs, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui nous regardent chez eux. Merci, on se dit dans 2 semaines.